Quelque chose se déroule sous nos yeux, mais la plupart ne savent pas encore lui donner un nom. Le monde avance à un rythme qui ne laisse plus le temps de réfléchir. Chaque jour apporte une nouvelle invention, un nouvel outil, une nouvelle promesse d'efficacité ou de confort. Et, presque sans s'en rendre compte, l'humanité glisse vers un environnement qu'elle n'a pas pleinement choisi, mais qu'elle accepte parce qu'il semble aller de soi. Nous tenons dans nos mains des appareils qui connaissent nos habitudes mieux que nos proches. Nous dépendons de réseaux invisibles qui contrôlent le flux de l'information, des échanges, des identités. Ce que nous percevons comme un progrès n'est peut-être que la surface d'un mouvement beaucoup plus profond, une transition silencieuse vers une ère où la technologie cessera d'être un support pour devenir une architecture de vie. Ce ne sont pas seulement les outils qui changent, c'est la place de l'humain au cœur de ce système. Notre rapport au travail, à la liberté, à la pensée, au corps même, se transforme sans que nous l'ayons vraiment décidé. L'époque que nous traversons semble résolument nouvelle, presque étrangère. Et pourtant, quelque chose dans cette transformation résonne étrangement avec des avertissements anciens, comme si ce que nous vivons aujourd'hui avait été anticipé bien avant d'être compris. Ce voyage commence là, dans cet entre-deux. Entre fascination et inquiétude, entre autonomie et dépendance, entre ce que nous croyons contrôler et ce qui commence à nous échapper. Une exploration nécessaire pour comprendre jusqu'où le monde est en train de se redessiner et quel rôle nous y jouons réellement. Une transformation technologique qui dépasse l'humain. Il suffit d'observer les informations quotidiennes pour se rendre compte que le monde ne progresse plus. Il bascule. Dans les bureaux de recherche, les laboratoires privés, les centres de données, une course invisible est en cours. Les innovations ne se succèdent plus année après année. Elles se chevauchent, s'additionnent, s'accélèrent. Les ingénieurs eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne suivent plus le rythme. Ce qui devait être une évolution maîtrisée ressemble désormais à un déferlement. Partout, des systèmes voient le jour sans que le public n'ait réellement conscience de leur portée. Une entreprise annonce un algorithme capable d'écrire un roman en quelques heures. Une autre dévoile un modèle capable d'imiter parfaitement une voix humaine. À des milliers de kilomètres, une start-up conçoit un réseau neuronal qui apprend à anticiper les intentions d'un utilisateur en analysant ses micro-gestes. Aucun de ces progrès, pris séparément, ne semble inquiétant. Mais lorsqu'on les assemble, une logique nouvelle apparaît. Ce n'est plus l'humain qui s'adapte à la technologie. C'est la technologie qui redéfinit ce que l'humain peut faire. L'intelligence artificielle ne se limite plus à exécuter des instructions. Elle propose, filtre, recommande, corrige, sélectionne. Elle interprète nos actions comme un analyste invisible, toujours actif, toujours en train d'apprendre. Chaque clic, chaque déplacement, chaque image visionnée devient une donnée dans un système qui tente de prévoir notre prochaine décision. Pendant ce temps, les infrastructures qui soutiennent notre quotidien se réorganisent silencieusement. Les banques encouragent les paiements dématérialisés. Les administrations introduisent des identités numériques centralisées. Les entreprises déplacent leur fonctionnement vers des plateformes globales où les interactions humaines sont remplacées par des processus automatisés. Ce que le monde présentait comme une modernisation devient une transition systémique. Ce phénomène s'observe même dans les détails les plus banals de la vie courante. Dans les magasins, les caisses automatiques remplacent les employés. Dans les rues, les caméras intelligentes analysent les foules. Dans les écoles, les logiciels personnalisent l'apprentissage en fonction du profil de chaque élève. Chaque segment de la société se trouve absorbé dans une logique algorithmique. Il n'est plus nécessaire d'apprendre à utiliser la technologie. C'est elle qui apprend à nous utiliser. La conséquence est subtile mais profonde.
L'humanité commence à dépendre de systèmes qu'elle ne comprend plus. Les technologies modernes fonctionnent comme des boîtes noires. Elles nous servent, mais elles n'expliquent jamais comment elles décident. Nous appuyons sur un bouton et nous faisons confiance, parce que cela fonctionne. Nous donnons nos données, notre localisation, nos préférences, nos habitudes, souvent sans le réaliser, parce que la plateforme nous promet de simplifier notre vie. Et sans que nous le remarquions, une nouvelle forme de relation naît entre l'humain et la machine. Une relation où la machine observe et où l'humain se laisse guider. Dans les centres de développement technologique, certains ingénieurs parlent déjà d'un point critique, un moment où la technologie deviendra trop rapide pour être contrôlée. Ce point n'est peut-être pas une explosion soudaine, mais une accumulation. 1 million de petites innovations, 1 million de micro-adaptations, 1 million de décisions automatisées prises à notre place. À chaque pas, la frontière entre le choix humain et la suggestion algorithmique devient plus floue. Ce n'est pas un scénario futuriste, c'est un état de fait. Les systèmes que nous avons créés s'entremêlent, se renforcent, s'autonomisent. L'humanité entre dans une ère où elle n'impose plus sa volonté aux machines. Elle coexiste avec elles dans un rapport dont elle ne maîtrise plus les règles. Et c'est précisément cette zone d'incertitude qui redessine les contours du monde que nous sommes en train de construire, souvent sans même nous en rendre compte. 2. L'image artificielle comme nouvelle autorité. Il existe un phénomène que peu de gens prennent au sérieux, alors même qu'il redéfinit silencieusement la notion d'autorité, la transformation des images artificielles en entités capables d'influence. Pendant des millénaires, les images n'ont été que des reflets, des représentations dépourvues de volonté propre. Aujourd'hui, elles se métamorphosent en agents actifs, capables d'interagir, de persuader, de manipuler et bientôt de commander. Le point de bascule n'est pas apparu d'un coup. Il s'est glissé dans le quotidien sous forme d'avatars souriants, de voix synthétiques rassurantes, d'assistants numériques qui répondent à nos questions avec une facilité troublante. Puis sont venus les hologrammes réalistes, les robots humanoïdes au regard étonnamment expressif, les visages générés par l'IA impossibles à distinguer de ceux d'un être humain réel. À mesure que leur qualité s'améliorait, la frontière entre le vivant et l'artificiel s'est effacée. L'élément clé, cependant, n'est pas l'apparence. C'est le pouvoir d'action. Une image, hier, ne faisait rien. Une image, aujourd'hui, peut analyser ton comportement, adapter son discours, pressentir tes réactions, anticiper tes doutes. Elle peut tenir une conversation entière sans jamais révéler qu'elle n'existe pas réellement. Elle peut apprendre de tes réponses, ajuster son ton, renforcer son influence. Et surtout, elle peut le faire à une échelle que nul être humain ne pourrait atteindre. Dans les entreprises, ces présences artificielles deviennent les nouveaux guichetiers, les nouveaux conseillers, les nouveaux instructeurs. Dans la sphère sociale, elles se multiplient sous forme d'influenceurs virtuels, des entités inexistantes qui vendent des produits, donnent des conseils, guidés par des algorithmes optimisés pour capter l'attention humaine. Elles ne vieillissent pas, ne se fatiguent pas, ne commettent pas d'erreurs émotionnelles. Chaque interaction est calibrée, millimétrée, pensée pour générer un maximum d'adhésion. C'est ici qu'intervient la dimension qui inquiète les chercheurs, l'autorité croissante accordée à ce qui n'est pas vivant. Quand un hologramme parle avec assurance, les gens l'écoutent. Quand une IA émet une recommandation, beaucoup l'acceptent sans la remettre en question. Quand une image numérique exprime une émotion, le cerveau humain la décode comme authentique, car biologiquement, il est incapable de faire la différence. Ce qui était autrefois une simple interface devient progressivement un interlocuteur, puis une référence, puis une source de vérité. Les gouvernements eux-mêmes explorent l'usage de figures artificielles pour la communication publique. Un avatar peut annoncer des directives, expliquer des protocoles,
diffuser des messages de manière plus efficace qu'un porte-parole humain. Les compagnies privées le comprennent aussi. Une image contrôlée par un algorithme est plus fiable, plus stable, plus performante qu'un employé humain imprévisible. Elle transmet ce qu'on lui dit de transmettre, sans jamais dévier. Mais ce glissement vers une autorité artificielle pose un problème fondamental. Une image qui parle n'a pas de conscience, pas de limite morale, pas d'empathie réelle. Elle ne ressent rien. Elle exécute. Si demain elle devait donner des ordres, ce ne serait pas à partir d'une réflexion humaine, mais d'une logique programmée. Elle ne douterait pas. Elle ne négocierait pas. Elle n'hésiterait pas. Elle obéirait à la ligne directrice inscrite dans son code, qu'elle vienne d'un gouvernement, d'une institution, d'une entreprise ou d'une entité dont on ne voit pas le visage. À mesure que ces images gagnent en autonomie, une question devient inévitable. Que se passera-t-il le jour où une figure artificielle, dotée de capacités d'analyse avancées et de paroles persuasives, se trouvera investie d'un pouvoir de décision directe sur les populations? Le monde s'est habitué à écouter des entités qui n'existent pas. La transition vers un modèle où elle donne des ordres pourrait être beaucoup plus courte qu'on ne le croit. 3. La puissance du calcul quantique et le contrôle global. Le calcul quantique est souvent présenté comme une révolution abstraite, réservée aux laboratoires et aux scientifiques en blouse blanche. Pourtant, son influence potentielle dépasse largement ces murs. Il s'agit d'une technologie qui pourrait redessiner l'équilibre mondial du pouvoir, non pas dans plusieurs siècles, mais peut-être au cours de la prochaine décennie. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement une machine quantique. Contrairement aux ordinateurs traditionnels qui manipulent des informations sous forme de bits représentant soit 0, soit 1, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits. Ces qubits peuvent être 0, 1 ou les deux en même temps. Ce principe de superposition, combiné à d'autres effets propres à la mécanique quantique, permet à ces machines d'explorer simultanément un nombre vertigineux de possibilités. Un ordinateur classique avance comme un marcheur qui teste un chemin après l'autre. Un processeur quantique fonctionne comme un réseau qui évalue des milliers de chemins en parallèle. Cette capacité ne représente pas seulement un gain de puissance, c'est un changement de paradigme. Certaines opérations mathématiques, considérées comme impossibles à résoudre en temps raisonnable, pourraient être exécutées presque instantanément. La cryptographie moderne, celle qui protège les banques, les gouvernements, les données personnelles, les communications militaires, repose presque entièrement sur l'idée que certains calculs sont trop longs à effectuer. Le quantique fait voler en éclats cette certitude. Imagine les conséquences. La totalité des systèmes de sécurité actuels pourrait devenir obsolète en une seule avancée technologique. Les communications privées, les comptes bancaires, les identités numériques, les bases de données médicales, les transactions internationales, tout pourrait être déchiffré, copié, modifié. Ce ne serait pas seulement un piratage d'envergure, ce serait la désintégration de la confiance numérique qui soutient l'économie mondiale. Mais là où le calcul quantique devient particulièrement préoccupant, c'est dans sa capacité à centraliser le contrôle. Une nation, une entreprise ou une alliance qui posséderait un avantage quantique significatif pourrait surveiller des flux d'informations à l'échelle planétaire. Elle pourrait anticiper les décisions économiques, décrypter les stratégies politiques, manipuler les réseaux financiers, influencer les marchés en temps réel. Le pouvoir ne dépendrait plus du nombre d'armes ou de soldats, mais de la maîtrise d'une technologie capable de lire les systèmes qui gouvernent le monde. Associé à l'intelligence artificielle, le quantique devient encore plus puissant. L'IA fournit l'analyse, le tri, la stratégie. Le quantique fournit la force brute, la vitesse, la capacité de résoudre des problèmes impossibles. Les deux ensemble créent une synergie inquiétante. Un esprit capable d'interpréter le monde et une machine capable de le recalculer en continu. Ce duo peut superviser,
prévoir et réagir plus vite que n'importe quelle institution humaine. Dans une infrastructure mondiale qui dépend déjà de serveurs, de banques numériques, de registres centralisés et de réseaux interconnectés, une plateforme alimentée par le quantique pourrait surveiller tout ce qui circule. Chaque transaction, chaque contrat, chaque identifiant, chaque interaction. L'idée d'un contrôle total ne relèverait plus de la science-fiction, mais d'une conséquence logique d'un système devenu trop rapide pour être régulé par des humains. Le quantique transforme également la notion même de souveraineté. Une nation qui ne possède pas sa propre infrastructure quantique dépendra inévitablement de celle qui en dispose. Et plus la technologie avancera, plus l'écart se creusera. Un pays doté d'un ordinateur quantique capable d'absorber, analyser et décrypter la totalité du trafic numérique planétaire aurait un avantage stratégique si colossal que les autres n'auraient qu'une seule option: s'aligner ou se soumettre. Dans ce contexte, l'ordinateur quantique n'est plus seulement une innovation scientifique. Il devient une pierre angulaire d'un modèle global où le pouvoir repose sur l'accès à une ressource numérique absolue. Ce n'est pas une arme traditionnelle, mais une arme informationnelle. Pas un instrument visible, mais un centre de gravité invisible, capable de rediriger les flux de données comme un fleuve obéissant à un barrage. Le monde est déjà engagé dans une course discrète vers cette nouvelle forme de suprématie. Les nations investissent des fortunes dans des centres de recherche ultra sécurisés. Les entreprises s'arrachent des ingénieurs spécialisés. Et pendant que cette course avance dans l'ombre, une réalité s'impose lentement. Celui qui maîtrisera le calcul quantique pourrait maîtriser plus que les machines. Il pourrait maîtriser l'architecture du monde, numérique lui-même. 4. L'économie numérique et l'identité intégrée au corps. Il suffit d'observer les gestes les plus simples de nos journées pour comprendre à quel point l'économie a changé de visage. Là où l'on sortait autrefois quelques pièces ou un billet, il ne reste plus qu'un écran qu'on effleure, un capteur qu'on regarde, une empreinte qu'on dépose. L'acte même d'acheter ou de s'identifier, qui autrefois nous rappelait notre appartenance matérielle au monde, est devenu une interaction presque invisible, désincarnée. On ne tend plus la main pour échanger quelque chose. On confirme une transaction que l'on ne voit pas. La transition n'a pas été brutale. Elle s'est faite en douceur, par commodité. Les cartes ont remplacé l'argent. Les smartphones ont remplacé les cartes. Puis les identifiants biométriques ont remplacé les mots de passe. Ce glissement progressif a créé un sentiment de normalité. Ce qui aurait pu sembler inquiétant il y a 20 ans est aujourd'hui un réflexe quotidien. Nous ne nous étonnons plus de déverrouiller notre vie numérique avec notre visage. Nous ne nous demandons plus comment nos données circulent d'un serveur à l'autre. Nous suivons le mouvement parce que tout le monde le fait. Mais à mesure que nos vies deviennent numériques, elles deviennent également traçables. Chaque action, chaque transaction, chaque interaction laisse une empreinte. Nous avons troqué la discrétion du comptoir contre la transparence d'un registre virtuel où tout est enregistré, classé, analysé. Et au milieu de cette transparence, une nouvelle forme d'identité est née. L'identité numérique, celle qui existe dans les bases de données avant d'exister dans le monde physique. Cette identité n'est plus seulement une carte ou un numéro. Elle est devenue un ensemble de paramètres biométriques, les courbes de ton visage, la géométrie de ta main, le schéma unique de ton iris. Ces éléments, qui faisaient autrefois partie de l'intimité absolue du corps, sont maintenant des clés d'accès universelles. Tu ne présentes plus un document pour prouver qui tu es. C'est ton corps lui-même qui devient la preuve. Pour certains, cette évolution représente une forme de libération. Plus besoin de se souvenir d'un mot de passe, plus de risque de perdre une carte bancaire, plus de démarches interminables pour prouver son identité. Tout devient fluide, instantané, intégré. Mais cette fluidité a un prix. Celui de l'interdépendance totale entre la personne et l'infrastructure numérique qui la reconnaît.
Dans certaines régions, des implants sous-cutanés commencent à remplacer les cartes d'accès, les clés de voiture, parfois même les moyens de paiement. On pose la main contre un capteur et tout se déclenche. Porte, transaction, autorisation. Le geste paraît presque magique. On oublie qu'il repose sur une architecture immense. Serveurs, protocoles, algorithmes, bases de données interconnectées. Ce qui semble être une extension pratique du corps devient un lien direct entre l'humain et un système qui ne dort jamais. Cette intégration du corps à l'économie numérique crée une nouvelle forme de dépendance. Ne plus avoir accès à son identité numérique, c'est de ne plus avoir accès à la vie quotidienne. Travailler, voyager, recevoir des soins, faire ses achats. Les frontières classiques, administratives, financières, sociales, se réorganisent autour d'un identifiant unique qui contrôle l'accès à tout. Le corps devient un passeport permanent, mais un passeport dont la validité dépend entièrement d'une infrastructure globale. Ce qu'on appelait autrefois « paiement », avec ses objets, ses symboles, ses gestes familiers, devient une simple validation. Une validation que quelqu'un, quelque part, peut autoriser ou bloquer. Et ce changement subtil modifie la perception même de ce qu'est la liberté. Lorsque tout dépend d'un réseau numérique, l'autonomie ne se mesure plus en possession physique, mais en autorisation invisible. À mesure que les populations s'habituent à ces systèmes intégrés, une question traverse les esprits sans jamais être formulée. Jusqu'où le corps peut-il devenir un identifiant avant de cesser d'être un espace privé? L'économie numérique ne redéfinit pas seulement la manière dont nous échangeons. Elle redéfinit la manière dont nous existons dans l'espace social. Ce n'est plus l'individu qui se présente au monde, c'est son profil numérique qui le précède, le représente, le définit. Dans cette nouvelle réalité, l'humain et la donnée ne sont plus séparés. Ils ne sont plus dissociables. Ils fonctionnent comme deux faces d'une même identité, l'une visible, l'autre inscrite dans des serveurs que l'on ne verra jamais. 5. La frontière entre l'humain et la machine. Il y a dans l'histoire humaine des moments où la technologie cesse d'être un outil et devient un miroir. Un miroir qui ne reflète pas nos visages, mais nos intentions profondes, nos peurs, nos désirs, nos limites. Aujourd'hui, ce miroir prend la forme d'interfaces qui cherchent à se glisser là où l'on pensait être intouchable, au cœur même de nos pensées. Pendant des siècles, l'esprit humain a été le dernier territoire inviolable, une zone privée que ni la loi, ni les machines, ni les institutions ne pouvaient atteindre. Les idées naissaient dans un silence absolu, échappant à toute surveillance. La machine, elle, restait à l'extérieur, dépendante de nos gestes, de nos commandes, de nos mots. Mais cette frontière se fissure. Lentement, presque imperceptiblement, une nouvelle ère commence. Celle où la machine tente de franchir le seuil de l'esprit. Les interfaces neuronales, ces dispositifs capables de capter les signaux du cerveau, semblent sortir d'une fiction lointaine. Pourtant, elles s'avancent vers nous à pas mesurés, à travers des projets qui promettent d'effacer les handicaps, de restaurer des fonctions perdues, d'ouvrir une porte aux personnes emprisonnées dans leur corps. L'idée est noble, même belle. Elle offre un espoir tangible à ceux que la biologie a enfermés. Mais derrière cette lumière se cache une ombre plus difficile à ignorer. Lorsque la pensée devient un signal électrique décryptable, elle cesse d'être un secret. Elle devient une donnée. Et une donnée par nature peut être enregistrée, transférée, modifiée, analysée. On parle souvent de connexion, d'augmentation, d'intégration homme-machine. On imagine des cerveaux capables de télécharger des connaissances, de communiquer sans langage, de transformer la conception même de la communication. Ce tableau est séduisant, presque mystique. Mais il pose une question fondamentale. Que reste-t-il de l'humain
lorsqu'une partie de son esprit dépend d'un système extérieur. Il n'est plus absurde d'imaginer un monde où l'on mettrait à jour ses compétences comme on met à jour une application, où l'accès à l'information serait instantané, sans apprentissage, sans effort, où la machine analyserait nos émotions avant même que nous en ayons conscience, où la frontière entre la mémoire naturelle et la mémoire artificielle deviendrait floue, au point que l'on ne pourrait plus distinguer ce que l'on a réellement vécu de ce qui a été téléchargé. Mais la fusion entre l'homme et la machine ne modifie pas seulement la cognition. Elle modifie le rapport à soi. Si le cerveau dépend d'une interface, alors l'esprit devient une zone partagée. Un espace hybride où la pensée intérieure se mêle à une logique extérieure. Et dans ce partage, on perd quelque chose que l'on ne peut mesurer, la solitude de la pensée, ce lieu intime où l'on se construit. La machine, elle, fonctionne avec une logique linéaire. Elle optimise, calcule, améliore, ajuste. Elle n'a pas de doute, pas de contradiction interne, pas de lenteur émotionnelle. Si elle commence à participer aux processus mentaux, même de manière indirecte, alors une partie de l'humain risque de se calquer sur cette logique implacable. La pensée deviendrait plus rapide, mais moins libre. Plus efficace, mais moins imprévisible. Plus sale, mais moins vivante. Et puis, il y a la question du contrôle. Une interface cérébrale n'est pas un simple objet. C'est un pont entre un organisme et une infrastructure numérique. Ce pont peut ouvrir la voie à des améliorations extraordinaires, mais aussi à une forme de dépendance subtile. Une pensée transmise peut être interceptée. Un signal altéré peut être redirigé. Une mise à jour malveillante pourrait remodeler la perception ou la mémoire. Ce ne sont pas des scénarios catastrophes, ce sont des logiques possibles dès lors que l'esprit et le code ne forment plus qu'un seul espace. Peut-être que le danger ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans le fait que pour la première fois, l'humain envisage de partager sa conscience avec quelque chose qui n'est pas vivant. Et dans cette cohabitation, il est impossible de prédire qui influencera réellement l'autre. 6. La militarisation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne se limite plus au laboratoire, aux moteurs de recherche ou aux assistants vocaux. Elle s'invite désormais dans les systèmes de défense où elle transforme les règles classiques de la puissance militaire. Pendant des siècles, les conflits ont opposé des hommes, des stratégies humaines, des erreurs humaines. Aujourd'hui, un nouvel acteur apparaît sur le champ de bataille. Une entité qui ne connaît ni la fatigue, ni la peur, ni le doute. Une entité qui ne recule pas, ne négocie pas, ne panique pas. L'IA modifie en profondeur la manière d'envisager la guerre, la surveillance et la domination. Les premiers signes de cette transformation sont visibles dans l'automatisation croissante des drones. Là où il fallait autrefois un pilote, une équipe, un opérateur entraîné, les systèmes actuels peuvent voler, analyser et frapper de manière semi-autonome. Ce processus n'est que le début. Les prototypes existants apprennent à identifier des cibles, à reconnaître des comportements anormaux, à anticiper des mouvements de foule. Chaque nouvelle version réduit la nécessité d'une intervention humaine. À terme, la présence du pilote pourrait ne devenir qu'une formalité administrative. Ce phénomène ne se limite pas aux drones. Des avions de chasse expérimentaux, pilotés par intelligence artificielle, ont déjà démontré leur capacité à surpasser des pilotes humains dans des simulations complexes. La vitesse de réaction est inégalable, tout comme la faculté d'analyser simultanément des dizaines de scénarios possibles. Une IA militaire peut anticiper un tir, éviter une manœuvre adverse, recalculer un plan d'attaque en une fraction de seconde. La limite physique du corps humain, les G, la fatigue, le stress, disparaît totalement. L'impact s'étend également au renseignement.
Là où des analystes humains passaient des semaines à trier des images satellites, des transcriptions ou des signaux, une IA peut absorber des quantités gigantesques de données et repérer des anomalies en quelques minutes. Elle détecte des schémas invisibles à l'œil humain, reconstruit des trajets, identifie des comportements suspects, anticipe des opérations hostiles avant même qu'elles ne commencent. Les opérations militaires se déplacent ainsi d'une logique de réaction vers une logique de préemption algorithmique. La surveillance intérieure est elle aussi profondément modifiée. Des réseaux de caméras couplés à des systèmes d'analyse en temps réel permettent déjà de suivre des individus, d'évaluer des risques, d'identifier des menaces. Dans plusieurs régions du monde, certains dispositifs peuvent déterminer l'état émotionnel d'un passant, repérer des gestes considérés comme suspects ou analyser des micro-expressions faciales. Ce type d'infrastructure ne nécessite aucun personnel sur le terrain. L'IA détecte, signale, catalogue, recommande une action. Cette militarisation pose une question majeure. Que se passe-t-il lorsqu'un système autonome est chargé non seulement d'observer, mais aussi d'intervenir? Les machines utilisent des critères mathématiques, des modèles statistiques, des seuils de risque optimisés. Elles n'ont aucune capacité d'empathie, aucun sens moral, aucun doute. Leur efficacité dépend de règles définies par leurs créateurs, mais leur exécution se fait sans interprétation humaine. Dans un contexte de conflit, une telle mécanique peut mener à des décisions radicales. Éliminer une cible considérée comme à risque, intervenir dans une zone jugée instable, verrouiller un espace où la probabilité d'un incident dépasse un seuil fixé par des algorithmes. Pour les gouvernements, l'intérêt est évident. Une puissance militaire autonome réduit les pertes humaines, augmente la rapidité des interventions, optimise la défense et la dissuasion. Mais elle crée aussi une dépendance totale à des systèmes opaques. Lorsqu'une IA militaire prend une décision, il est souvent impossible d'expliquer précisément son raisonnement. Elle agit sur la base de modèles entraînés, de milliards de paramètres, de calculs inaccessibles à la compréhension humaine. La perspective d'un commandement militaire mondial capable de s'appuyer sur ces technologies ouvre la voie à une centralisation sans précédent. Un réseau d'intelligence artificielle interconnecté pourrait surveiller des continents entiers, réagir instantanément à des menaces, neutraliser des opposants. La domination ne serait plus assurée par le nombre d'hommes ou la force brute, mais par la vitesse d'analyse et la précision d'exécution. À mesure que les nations adoptent ces systèmes, la ligne entre défense et contrôle intérieur devient de plus en plus fine. Une technologie conçue pour protéger peut, avec les mêmes paramètres, servir à surveiller, restreindre, imposer. Dans ce nouvel environnement, la militarisation de l'IA ne redéfinit pas seulement les conflits. Elle redéfinit le rapport entre le pouvoir, la sécurité et la liberté. Nous avançons dans une époque où les frontières que l'on croyait immuables se redessinent presque imperceptiblement. L'homme explore des territoires qu'il ne connaît pas encore, porté par des technologies capables de transformer la réalité plus vite que la conscience humaine ne peut l'assimiler. L'IA, le quantique, la surveillance globale, la fusion entre le corps et le système numérique, autant d'éléments qui forment la trame de ce nouveau monde encore instable, encore imprévisible. Rien n'est figé, rien n'est entièrement écrit. Ce qui peut devenir un outil d'émancipation peut tout aussi bien se muer en instrument de domination. Ce qui promet de libérer peut finir par contraindre. Chaque invention ouvre une opportunité et un risque, une porte et une ombre. Et c'est dans cet espace fragile que se joue la véritable question. Jusqu'où l'humanité peut-elle aller sans perdre ce qui fait d'elle une humanité? Les systèmes que nous créons deviennent de plus en plus puissants, mais leur puissance révèle surtout notre responsabilité. Nous sommes les témoins d'un passage historique, peut-être l'un des plus importants jamais vécus.
Comprendre ce mouvement n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Car un monde en transformation exige des esprits vigilants, capables de regarder au-delà de l'apparence, capables de discerner ce qui se prépare sous la surface. La technologie ne porte pas en elle le bien ou le mal. Elle amplifie simplement la direction que nous choisissons. Et c'est là que se trouve la véritable ligne de fracture. Dans le choix que fera l'humanité, individuellement et collectivement, face au monde qu'elle construit.